Donc, sans plus tarder, je pense que nous allons passer à la troisième intervention sur le protocole sur l'investissement de la ZLECAf pour un développement inclusif et durable, qui est présenté, qui sera présenté par Madame la professeure Mariam Mahrez. Marhaba bik, Madame la professeure, donc, qui est donc professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Al-Qadi Iyad de la région Marrakech-Safi, qui est spécialiste en droit international et en droit international économique et qui a pour thématique de recherche les droits de l'homme, le droit international, le droit des échanges internationaux et le développement économique en Afrique. Madame la professeure, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cet événement très intéressant, de nous avoir associés à cette activité scientifique, justement, qui porte sur un sujet de très grande actualité, à savoir la ZLECAf, la mise en œuvre de la ZLECAf, l'entrée en vigueur de la ZLECAf et de ces documents annexes et de ces protocoles, notamment celui relatif à l'investissement. Alors, pour l'investissement, on sait que depuis un grand moment, que ce soit en Afrique ou ailleurs, la protection de l'investissement fait l'objet de débats et de politiques novatrices inspirées par une série d'affaires et de sentences arbitrales ayant suscité polémique. D'ailleurs, l'intervention qui m'a précédée a fini justement avec, dans son intervention, en parlant du coût de ces plaintes, de ces sentences arbitrales qui étaient le résultat justement de règlements différents et qui portaient généralement, qui incriminaient entre parenthèses généralement l'État hors de l'investissement. La valeur du compromis entre la souveraineté de l'État et les investissements étrangers inhérentes à la protection de l'investissement semble confuse dans la pratique parce qu'elle est acquise. Elle est constamment renégociée, interprétée et contestée au cas par cas. Le régime d'investissement classique, dicté par la protection de l'investissement, est donc devenu sujet à controverse, ce qui a nécessité de le repenser de manière globale depuis le milieu des années 2000. Les questions relatives à la réforme se répercutent ainsi sur les changements institutionnels et les modifications ayant trait au fond. L'adoption du protocole sur l'investissement de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est une étape décisive dans l'intégration juridique et économique du continent, s'inscrit justement dans cette dynamique de réforme et de nouveautés, innovation institutionnelle sur le droit au niveau du droit international de l'investissement. Le contexte africain est par ailleurs caractérisé par un double dilemme. D'un côté, l'investissement étranger direct a gagné en importance pour le développement du continent, compte tenu de l'insuffisance de l'investissement privé intérieur, du caractère imprévisible de l'aide publique au développement et de la volatilité des investissements de portefeuille. D'autant plus que les perspectives à long terme d'un marché continental de 1,2 milliard de personnes vivant dans la zone ont renforcé l'attrait du continent comme destination d'investissement. Ce point d'ailleurs a été présenté, détaillé un petit peu par la première intervention. De l'autre côté, l'autre volet du dilemme, c'est que le droit au développement et le droit à un environnement propice au développement, consacré par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, sont de plus en plus revendiqués et affirmés à travers la multiplication d'affaires portées devant les instances africaines de protection des droits de l'homme. Je cite à titre d'exemple deux affaires très célèbres. C'est l'affaire des peuples Ogiak en droit contre le Kenya. Dans ces deux affaires, le Kenya a été d'abord la Commission africaine des droits de l'homme et puis la Cour africaine des droits de l'homme ont condamné le Kenya pour ne pas avoir respecté le droit au développement et le droit à un environnement propice au développement pour ces deux peuples autochtones. Il s'ensuit donc que l'adoption du protocole d'investissement de la ZLECAf s'inscrit dans la continuité des objectifs fixés par l'Union africaine visant à faciliter les investissements intra-africains
et à promouvoir un développement durable et inclusif. Donc, c'est la combinaison entre ces deux objectifs de l'Union africaine qui sont traduits à travers le protocole. Inspiré directement des principes énoncés dans le Code panafricain d'investissement de 2016, le protocole sur l'investissement peut être considéré comme un instrument qui concrétise à travers un texte juridique le droit au développement durable et inclusif tel que consacré par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les articles 22 et 24. En effet, le protocole ne se limite pas à protéger les capitaux étrangers, il cherche avant tout à encadrer les flux d'investissement pour qu'ils servent le développement durable et inclusif des États africains. Nous allons donc essayer, à travers cette modeste contribution, de mettre en exergue l'effort de mise en œuvre du droit au développement à travers ce protocole, et ce, à travers deux points essentiels. Le premier portera justement sur la réaffirmation du droit souverain de réglementer pour les objectifs de développement durable, et le deuxième, le rééquilibrage entre la protection de l'investisseur et la responsabilisation de l'investisseur. Pour ce qui est du premier point, le protocole réaffirme explicitement le droit souverain des États parties de réglementer sur leur territoire et d'introduire de nouvelles mesures pour satisfaire aux objectifs de politique publique nationale et promouvoir les objectifs de développement durable. On sait très bien que la liberté d'investir au profit des investisseurs étrangers reste l'objet principal de la plupart des traités d'investissement d'ancienne et de nouvelle génération. Justement, les États concluent des traités bilatéraux d'investissement ou bien des traités régionaux d'investissement parce que certains ont besoin de capitaux et les autres ont besoin de protéger ce capital. Et donc, là où ils se rencontrent, c'est la liberté d'investir. Cette liberté d'investir, elle est principalement liée au droit d'établissement, la non-discrimination, la transparence, ainsi que la norme minimale de traitement des investissements étrangers. L'article 1er du protocole relatif à l'investissement, à travers la définition de l'investissement, met le développement durable en avant, puisque l'article reprend les 4 critères classiques du test Salini, à savoir un certain apport pour une certaine durée avec une prise de risque et une contribution au développement économique. Le texte utilise l'expression une contribution au développement durable et non pas au développement économique, parce que le développement économique, c'est quelque chose de plus abstrait. À partir de quel moment est-ce qu'on considère un État comme ayant accédé à ce développement économique? Le développement économique, il est parfois estimé à travers, par exemple, la croissance. Mais est-ce que la croissance entraîne le développement? Mais la définition de l'investissement dans le protocole, elle parle plutôt du développement durable de l'État hôte. Mais le rattachement entre le droit d'investir et le droit au développement est beaucoup plus explicite depuis le préambule, en passant par les articles 24 et 28 et d'autres dispositions qu'on aura le temps d'expliquer, qui réaffirment le droit de l'État de réglementer afin d'atteindre les objectifs nationaux de développement durable. La corrélation entre la liberté d'investir et le droit au développement se poursuit à travers les différentes dispositions du protocole. Par exemple, l'article 13, paragraphe 2 du protocole rappelle que le traitement préférentiel accordé aux investisseurs nationaux et dont l'objectif principal reste le développement national ne constitue en aucun cas une violation de l'article 12 relatif à la clause du traitement national. C'est dire que l'État a désormais le droit d'accorder des préférences à l'investisseur national pour l'objectif justement de renforcer le développement national, pour le renforcement, comme a été expliqué tout à l'heure, des chaînes de valeur nationales. La régulation de la liberté d'investir répond aux objectifs légitimes de politique de progrès économique et social pour la garantie de ce droit. D'abord, elle se profile par l'abandon du standard du traitement juste et équitable dans le protocole d'investissement relatif à la ZLECA et son remplacement par l'article 17 relatif à la clause du traitement administratif et judiciaire,
ayant pour objectif d'éviter les controverses relatives au sens à attribuer au traitement réservé et à l'investisseur, à l'investissement étranger. Cette disposition est très, très importante. Elle a été présentée par l'intervention précédente, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un traitement juste et équitable qui sera interprété selon la guise de l'arbitre. Le traitement juste et équitable ne peut être revendiqué qu'à travers les procédures administratives, c'est-à-dire on a circonscrit le cadre d'application de cette clause du traitement juste et équitable. Parce que pendant longtemps, sur la base de cette clause traitement juste et équitable, beaucoup d'affaires ont condamné certains États qui ont justement soit revu leur régulation, soit modifié une disposition de leur droit national en considérant que cette modification apportait soit constituait une expropriation indirecte et donc nécessitait un rééquilibrage de la situation et elle constituait un traitement qui n'est pas juste et qui n'est pas équitable. Et donc, le fait de circonscrire la notion de traitement juste et équitable dans le domaine administratif et juridictionnel empêche réellement d'utiliser ces dispositions d'une façon qui n'est pas abusive par les investisseurs dans le cadre de règlement des différents investisseurs États. L'exclusion du traitement juste et équitable émane donc d'une volonté profonde des États africains de faire prévaloir le droit au développement sur la liberté d'investir et le droit de propriété de l'investisseur étranger, tout en garantissant à ce dernier ses intérêts ainsi que ses droits fondamentaux. C'est-à-dire, à travers la procédure administrative et la procédure juridictionnelle, les droits fondamentaux de l'investisseur ne seront pas atteints, mais cela ne va pas lui permettre justement de faire des recours abusifs. La protection des investisseurs étrangers contre l'expropriation illicite constitue le noyau dur de l'ensemble des traités d'investissement. Toutefois, à la lumière du traité panafricain d'investissement, le droit de propriété se trouve subordonné aux exigences des objectifs légitimes de développement de l'État tels que cela est consacré notamment à travers les articles 19 et 20 qui concernent respectivement la clause de protection contre l'expropriation directe et indirecte et la clause d'exception de cette dernière. En réalité, l'ensemble des dispositions du protocole, il avance, il sous-traite ou bien il souligne ce qu'on peut appeler une protection raisonnable au lieu d'une protection absolue. Une protection raisonnable, c'est-à-dire devant chaque disposition, il y a une exception. On interdit l'expropriation indirecte, on va faire une exception qui va circonscrire cette interdiction et donc permettre à l'État d'intervenir. Ainsi, l'expropriation ou la nationalisation est un droit qui appartient à l'État hôte de l'investissement en vertu du droit de réglementer les investissements étrangers conformément au droit international coutumier et à l'article 2 de la Charte des droits et devoirs économiques de l'État, mais reste bien sûr soumis à certaines conditions comme rappelé dernièrement par la CIJ. L'expropriation, d'après l'article 19, est considérée comme une mesure licite sous certaines conditions, à savoir la non-discrimination, le but d'intérêt public et une indemnisation ou compensation adéquate. Mais la non-discrimination est mentionnée dans l'article 12, à savoir la clause relative au traitement national, c'est-à-dire l'État d'accueil s'engage à offrir les mêmes avantages aux investisseurs nationaux et étrangers, conformément à ses engagements conventionnels en matière d'investissement. Néanmoins, cette disposition doit être nuancée par l'article 5 de l'accord de la ZLECAf qui rappelle que l'un des principes de cette zone demeure la flexibilité et le traitement spécial et différencié. Cela va se traduire, va être reflété dans l'article 13, paragraphes 2 et 3 du protocole d'investissement concernant l'exception au traitement national, en faisant référence aux objectifs légitimes de développement qui permettront un traitement préférentiel et différentiel en faveur des investissements nationaux, justement pour l'objectif de développement. Dans le troisième alinéa de l'article 21, relatif à la compensation pour expropriation, celui-ci se distingue également des autres traités d'investissement de nouvelle génération dans la mesure où l'évaluation d'une indemnité est basée sur un juste équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt des populations. On ne parle plus d'une indemnisation
juste et prompte, c'est-à-dire la rapidité de l'indemnisation et la nature juste de l'indemnisation. Désormais, on établit un équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt de l'investisseur et l'intérêt public. L'intérêt public est un principe de droit international général depuis la résolution 1803 de l'Assemblée générale, qui a consacré justement la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles, et qui considère que la nationalisation ou l'expropriation doivent se fonder sur des motifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national. Les impératifs de développement s'inscrivent-ils dès lors dans la droite lignée de l'intérêt public qui justifie largement une mesure de nationalisation ou d'expropriation non discriminatoire de la part de l'État d'accueil et moyennant une compensation prompte et adéquate. L'article 20, pour sa part, dans le paragraphe 2, considère que la mesure d'expropriation ou de nationalisation qui répond à un objectif légitime de politique publique lié au développement ne constitue pas une mesure illicite. Ces mesures s'inscrivent ainsi dans le cadre du critère du but légitime de la mesure réglementaire. Certaines réglementations spécifiques sont communément désignées comme des mesures de policy power, ou réglementation publique légitime et ne sont donc pas indemnisables. C'est une façon de circonscrire la notion d'expropriation indirecte. Les mesures réglementaires qui ne sont pas discriminatoires et qui sont prises pour protéger l'environnement, la santé, le bien-être public ou la sécurité ne peuvent pas être considérées comme des mesures d'expropriation indirecte. Le développement représente un soubassement effectif pour la protection de l'environnement ainsi que du bien public. Et on sait très bien que dans les traités bilatéraux d'investissement traditionnels ou classiques, la crainte d'être d'un différend sur la base de l'expropriation indirecte avait entraîné des effets ou bien un effet dissuasif qui empêchait les États de réglementer pour la santé publique et pour l'environnement ou bien pour l'intérêt public, de crainte de devoir payer des indemnités colossales parce que ces mesures pouvaient être interprétées par les arbitres comme étant une expropriation indirecte. Maintenant, avec le protocole, c'est clair et net, le droit de l'État de réguler dans ces secteurs ne peut pas être considéré comme une expropriation indirecte et donc ne peut pas donner lieu à une indemnisation. L'expropriation indirecte et son impact sur l'articulation entre la liberté d'investir et le droit de réglementer de l'État pour réaliser les objectifs de développement reste posé avec acuité et l'interprétation de ces dispositions conventionnelles permettra de déterminer les contours de la confluence entre le droit au développement et la liberté d'investir. Cela renvoie justement à l'un des enjeux, c'est-à-dire la mise en œuvre à travers le mécanisme futur de règlement des différends, à travers l'interprétation que les arbitres vont adopter. La nouveauté dans le protocole d'investissement est l'introduction du développement durable comme objectif légitime de politique publique susceptible de limiter le droit de propriété de l'investisseur. D'un autre côté, le protocole rejoint d'autres accords internationaux d'investissement conclus à l'échelle internationale puisqu'il se réfère à maintes reprises aux droits de l'homme. Dans son préambule, soulignant que le développement durable exige en plus de la réalisation des piliers économiques, la promotion des droits de l'homme et du développement humain et consacre la promotion de l'inclusion économique et sociale. Ainsi, l'article 25 du protocole consacre l'importance de garantir des niveaux élevés de protection de l'environnement, du travail et des consommateurs en prenant en compte les normes internationalement reconnues dans ces domaines ainsi que les accords internationaux. Le droit au développement étant d'abord un droit collectif, le protocole érige l'inclusivité en principe clé et cherche à créer des conditions de concurrence claires et prévisibles pour tous les acteurs privés, y compris les petites et moyennes entreprises, favorisant ainsi le développement d'un secteur privé national efficace et compétitif. Lorsque je dis national, cela veut aussi dire continental, c'est-à-dire africain, efficace et compétitif. Il encourage explicitement les activités d'investissement qui bénéficient aux régions économiquement défavorisées
aux petites et moyennes entreprises, aux communautés locales, aux populations autochtones et aux groupes sous-représentés, en particulier les femmes et les jeunes. L'accent mis par le protocole sur l'inclusivité garantit que les bénéfices de l'investissement profitent aux groupes traditionnellement marginalisés, répondant ainsi à l'aspect collectif du droit. C'est l'article 31 rappelle les responsabilités de l'État dans la protection des droits de l'homme, à savoir le travail, l'environnement, les collectivités locales et les peuples autochtones, dans le contexte de la réglementation pour l'investissement. C'est-à-dire que dans les traités traditionnels, généralement, on considérait que l'État devait, comment dire, je vais mettre le terme entre parenthèses, déréguler son cadre réglementaire interne pour faciliter l'attrait de l'investissement. Et donc, il permettait certaines négligences en quelque sorte. Le droit du travail flexible pour encourager l'investisseur. On ne peut pas imposer beaucoup d'obligations à l'investisseur dans le cadre du respect de l'environnement. C'est pourquoi le protocole, il impose à l'État, déjà, à l'État, la nécessité de respecter le droit social, le droit à l'environnement, le droit des communautés locales et des peuples autochtones en réglementant. Donc, l'État n'a plus le droit d'alléger ces dispositions pour attirer l'investissement. J'arrive au deuxième point, à savoir l'articulation entre l'investissement protégé et l'investissement responsable au service du développement durable. Le protocole établit un meilleur équilibre entre les droits des investisseurs et leurs obligations envers l'État hôte en introduisant des clauses de conditionnalité. En réalité, dans les traités d'investissement classiques ou traditionnels reposaient sur les droits de l'investisseur et les obligations de l'État à l'égard de cet investisseur. C'est-à-dire l'État se protégeait, se positionnait ou bien se portait garant de cet investissement et lui garantissait la protection maximale. Et à aucun moment, on ne parlait de la responsabilité de l'investisseur. Bien sûr, cela s'explique par le contexte dans lequel ce droit classique d'investissement a vu le jour, c'est-à-dire un déséquilibre de force. Et donc, on sait très bien que c'est le modèle américain qui a été exporté un peu partout. Et donc, c'est à partir de la notion de la protection de l'étranger qu'on a consacré un droit de l'investissement vraiment déséquilibré. Le protocole, il essaie de corriger cette situation en imposant des responsabilités, des obligations à l'investisseur et en créant des clauses de conditionnalité, c'est-à-dire que la protection à laquelle l'investisseur a droit est conditionnée. Elle est conditionnée par son respect d'un certain nombre d'obligations qui s'imposent, notamment son implication et sa participation au développement durable. La responsabilité de l'investisseur ou des entreprises étrangères qui découle du chapitre ou bien de la partie 5 du protocole, elle prend une tournure spéciale, mais elle reflète en même temps l'effort qui a été fourni à l'échelle continentale en matière de responsabilisation des entreprises, en matière de développement et de garantie des droits sociaux et environnementaux, notamment au niveau des communautés économiques régionales. L'article 5 relatif au refus, l'article 5 du protocole relatif au refus d'accorder des avantages en cas de violation des dispositions inhérentes au développement durable permet à l'État hôte de refuser d'accorder la protection à des investisseurs qui manquent aux objectifs de développement durable envisagés par le protocole. Et ce, conformément à la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution 70.1, intitulée Programme de développement durable 2030. Relative aux objectifs de développement durable ou au cadre politique de l'investissement de la CNUSED. Ces deux instances commencent à travers justement le processus de réforme du droit international d'investissement à encadrer de plus en plus l'action des investisseurs par un certain nombre d'obligations, notamment celles relatives au développement durable. Dès lors, l'expression investissement protégé acquiert une nouvelle connotation à travers l'élargissement du contenu normatif du développement durable. Elle permet ainsi un recours préventif aux plaintes frivoles des investisseurs qui ne se conforment pas à leurs obligations, conformément au chapitre 5 du protocole, ou bien à la partie 5 du protocole.
En effet, cela est corroboré indirectement par l'article 8, mettant la lumière sur les mesures incitatives concernant l'investissement durable et renvoie à l'idée que l'investissement est un outil pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est-à-dire l'investissement recherché, l'investissement durable, c'est l'investissement qui participe à ce développement durable. Ce n'est pas n'importe quel investissement, on n'a pas besoin seulement de capitaux, mais on a besoin de capitaux durables qui doivent participer à ce développement durable et dont l'objectif est d'atteindre ce développement durable. Par ailleurs, la clause de la responsabilité sociale des entreprises, mentionnée dans l'article 38 du protocole, représente une obligation essentielle. Elle soumet les entreprises étrangères à une obligation juridiquement contraignante en intégrant des pratiques durables, éthiques et responsables dans l'activité commerciale à travers la promotion du développement économique et social de la région, tout en protégeant les droits de l'homme à travers l'article 33, l'environnement et les intérêts des parties prenantes, l'article 34, et ainsi de suite. Cette clause de responsabilité sociale elle est de plus en plus présente dans les traités d'investissement de nouvelle génération. Toutefois, elle est globalement présente dans ces traités d'investissement de nouvelle génération à titre de recommandation, c'est-à-dire les investisseurs sont invités à intégrer dans leurs pratiques internes des clauses de responsabilité sociale. La particularité du protocole d'investissement de la zone de libre-échange continentale, c'est qu'il impose justement, ce n'est plus un choix pour les multinationales ou bien les entreprises. Les entreprises ont désormais l'obligation d'intégrer la clause responsabilité sociale dans leur politique interne. Cette clause présente à l'article 38 dispose que les investisseurs et leurs investissements doivent s'efforcer de contribuer au développement durable de l'État hôte et de la communauté locale en adoptant des pratiques socialement responsables conduit à une implication directe des investisseurs dans la préservation de ces droits. L'investisseur, donc, c'est un acteur, il participe à ce développement durable. Et donc, il a la responsabilité de prendre en considération les droits de l'homme, de prendre en considération l'environnement et à ce que son action ne porte pas atteinte à ceux qu'il est censé servir en fin de compte. Le caractère obligatoire de la clause responsabilité sociale dans le protocole est indéniable en s'inscrivant dans le contexte plus large de l'engagement mondial en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale des entreprises. Les normes et les principes de responsabilité sociale des entreprises sont de plus en plus reconnus à l'échelle internationale et font l'objet d'un consensus croissant parmi les acteurs économiques, les gouvernements et la société civile. Et donc, la responsabilité sociale de l'entreprise et de l'investissement en fait désormais un acteur de ce développement durable. D'ailleurs, l'article 47 stipule même que les investisseurs peuvent faire l'objet de poursuites civiles ou pour non-respect de leurs obligations, notamment l'article 38, c'est-à-dire notamment pour le non-respect social de l'entreprise lorsque cela entraîne des dommages importants, des blessures corporelles ou des pertes de vie dans l'état hôte. En guise de conclusion, on peut dire que le protocole d'investissement de la ZLECAf est un texte assez progressiste. Toutefois, je crains personnellement que ce caractère progressiste n'en soit aussi l'obstacle majeur. À travers les premières interventions, mais c'est quelque chose qui est aussi plus ou moins évidente, l'enjeu principal de ce protocole, c'est son entrée en vigueur. Son entrée en vigueur qui suppose des ratifications. Et puis, après l'entrée en vigueur et la ratification, c'est l'adoption de l'annexe relative à la règlement des différends. C'est-à-dire que la mise en œuvre de cet accord, elle doit se faire à travers une annexe concernant le procédé ou la procédure de règlement des différends investisseurs-États. Mais dans quelle mesure est-ce que les États sont disposés justement à mettre en œuvre ou bien à aller vers l'avant et à concrétiser ce texte progressiste? D'une part, les États africains sont dans la plupart, sinon tous, liés avec des traités ou bien des accords d'investissement avec des pays non africains. D'ailleurs, l'objectif du protocole, c'est justement d'harmoniser, de lier les États
intra-africains, donc de renforcer les investissements intra-africains. Et donc, ces investissements intra-africains, ils sont aujourd'hui très enchevêtrés, il n'y a pas une harmonisation. Il y a au niveau des communautés économiques régionales différents protocoles et il y a différents traités bilatéraux entre les différents États. Et donc, il y a un contexte de textes juridiques très enchevêtrés, très brouillés. Et de l'autre, la plupart de ces pays sont liés avec des États hors continent africain. Et donc, comment est-ce que les États vont-ils trouver l'équilibre entre leur engagement à l'extérieur du continent et leur engagement à l'intérieur du continent? Le protocole prévoit, par exemple, pour résoudre la situation intra-africaine, de résilier les textes relatifs à l'investissement au niveau du continent lorsque le protocole entrera en vigueur. Et donc, l'entrée en vigueur du protocole relatif à l'investissement va mettre fin aux autres textes africains. Mais qu'en est-il de la relation entre l'investisseur étranger, c'est-à-dire non africain, qui est installé sur un État africain et qui, dans la relation avec l'État hôte, est régulé par un traité d'investissement différent, et les autres investisseurs africains qui seront désormais… j'étais en train de parler des défis qui risquent de ne pas favoriser la mise en œuvre de ce protocole très progressiste. Je parlais de l'enchevêtrement des accords intra-africains. Je parlais aussi de la multitude d'accords extra-africains, c'est-à-dire les accords entre les pays africains et les autres partenaires à l'étranger. Et donc, on va se trouver devant deux systèmes ou deux régimes tout à fait différents, parfois même contradictoires, alors que donc la question de la clause de la nation la plus favorisée ou bien du traitement national aura des dimensions plus importantes à traiter. Et puis, le deuxième enjeu, c'est celui relatif à l'interprétation, la mise en œuvre à travers les instances de règlement différents. Et donc, dans quelle mesure est-ce que les arbitres seraient prêts à intégrer justement cette dimension progressiste dans l'interprétation des clauses du protocole? Parce qu'il y avait déjà dans l'histoire d'autres traités qui prévoyaient, par exemple, le respect des droits de l'homme, notamment le respect de l'environnement, mais ces clauses n'étaient pas prises en considération par les arbitres en considérant que c'était le forum non convenable. Et donc, on considérait que le règlement des différends ou bien la procédure de règlement du différent arbitrage entre l'investisseur et l'État n'était pas le forum convenable pour parler des droits de l'homme. Et donc, c'était là l'enjeu. Dans quelle mesure est-ce que les arbitres, est-ce que la procédure de règlement différent prévu qui va être adopté, comment est-ce qu'ils vont pouvoir intégrer ces dimensions et donc être à la hauteur de la qualité et de la nature progressiste de ce protocole. Sur ce, je vous remercie infiniment. Mahrez allait mettre le point véritablement sur le problème que pose le protocole quant à sa mise en œuvre par rapport justement à des engagements que les investisseurs étrangers auront avec les États africains en dehors de l'accord sur l'investissement. Donc ça va poser justement une problématique qu'il faudra résoudre. Bien, on va donc clôturer cette première matinée. Nous remercions très chaleureusement les différents intervenants. Fakhri, merci beaucoup de votre intervention. Emeni, bonne continuation à toi. Et à Madame la professeure, j'espère que ces remerciements lui parviendront.